Madame, Monsieur, bonsoir. PLF et programme de financement de la BERD dans la région de Tanger-Tétouan-Al-Husseima au menu de questions éco ce soir. Le représentant de la Banque européenne de la reconstruction et du développement au Maroc partagera ainsi avec nous les axes stratégiques pour cette région qui est devenue aujourd'hui un point de passage et d'échange incontournable sur l'échiquier international et dont la croissance se chiffrait en 2019 à quelques 111 milliards de dirhams, se classant à 5e région créatrice de richesse au niveau national. Mais comme partout, la Covid-19 a imposé de nouveaux défis, lesquels et par quels moyens les surpasser. Nous ferons donc le point en compagnie d'Antoine Saleh-Dechou, directeur BERD au Maroc. Et en seconde partie de l'émission, l'entreprise marocaine dans le PLF 2022. Hier lundi, la ministre de l'économie et des finances a présenté le projet de loi de finances devant les deux chambres du Parlement. Sur le plan de la fiscalité, Nadia Ftah Alaoui a évoqué l'intention du gouvernement de mettre en œuvre le contenu de la loi cadre sur la fiscalité afin, je cite, de mobiliser toutes les ressources fiscales pour financer les politiques publiques, assurer l'équité fiscale et réduire la pression fiscale. Alors, les entreprises marocaines pourraient-elles pâtir de cette fiscalité? Élément de réponse avec Badreddine Djihi, expert comptable et commissaire aux comptes. Ce sera en deuxième partie d'émission. Bienvenue à tous. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir par duplex Antoine Saleh-Dechou, directeur BERD au Maroc pour la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. Bonsoir Antoine Saleh-Dechou, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc 3 milliards d'euros depuis 2012 engagés par la BERD au Maroc. Que représente la région dans l'ensemble des engagements de la BERD au Maroc, Antoine Saleh-Dechou? Alors, la région, pour nous, est absolument clé et stratégique. C'est bien pour ça que nous avons ouvert le bureau de Tanger en 2017. La BERD est en effet un des derniers arrivés dans le paysage des bailleurs internationaux au Maroc, arrivé en 2013. Mais on s'est aujourd'hui positionné comme le bailleur de fonds le plus actif sur le secteur privé. Et la région, donc Tanger-Tétouan-Al-Husseima, représente une partie importante de nos financements. À travers en effet donc, nos différentes activités, comme vous le savez, nous sommes une banque avant tout, avec la capacité de pouvoir mobiliser des financements en monnaie locale, ce qui est, nous sommes la seule institution financière internationale au Maroc ayant cette possibilité. On est également capable de pouvoir mobiliser des financements à partir d'un seuil qui est assez bas. On peut regarder des tickets de financement à partir de 10 millions de dirhams, ce qui pour une institution de notre taille est assez flexible. Et pour les financements au-delà, nous travaillons évidemment avec nos partenaires bancaires. Très bien, mais quand on parle justement de ce ratio-là, est-ce que vous pouvez nous parler du ratio pour la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima, dans laquelle vous êtes présente, donc, comme vous venez de l'évoquer, depuis 2017, mais aussi comment évaluez-vous ce trend de positionnement de la BERD dans cette région Tanger-Tétouan-Al-Husseima? Alors, on voit des industries clés sur lesquelles nous souhaitons nous positionner. Aujourd'hui, nous avons financé donc, plusieurs clients dans la région, donc VLS, donc fournisseur automobile sur le parc de Tanger Automobile City. Et nous souhaitons continuer à financer cette filière sur laquelle il y a une excellence marocaine et clairement une carte à jouer aussi post-Covid pour profiter dans des stratégies de nearshoring. Donc nous regardons de nombreux dossiers à ce niveau-là. Nous avons également dans les énergies renouvelables financé donc, la ferme éolienne de Khaladi aux côtés de BMCE pour 126 millions d'euros, une ferme éolienne de 120 MW. Et continuons évidemment à regarder activement les opportunités dans le secteur des renouvelables. Ça c'est pour nos activités de financement, mais comme vous savez nous avons également une activité de soutien aux PME via donc, notre partenariat avec l'Union européenne. Nous gérons un grand programme de subventions pour l'accompagnement technique des PME
Au niveau national, nous avons accompagné 700 PME. Et sur la région de Tanger, Tétouan, Al Hoceima, nous avons déjà accompagné 60 PME, donc un peu moins de 10%. Et c'est des projets donc, sur lesquels on va venir accompagner une entreprise sur sa stratégie ou sur l'amélioration de ses processus industriels, par exemple, ou un accompagnement à l'export. Et ce qu'on constate, c'est que, en tout cas au niveau de la région, ces projets ont un vrai impact sur la compétitivité des PME, avec une augmentation en moyenne de 50% du chiffre d'affaires et une augmentation de la productivité de 40%. Et donc, grâce à notre bureau, notamment à Tanger, nous souhaitons essaimer davantage sur la région et soutenir plus encore d'entreprises. Aujourd'hui, notre focus a été beaucoup sur l'entreprise du textile, sur l'agroalimentaire, sur l'entreprise dans le domaine de l'ingénierie ou de la construction, et souhaitons continuer à accompagner ces filières. Et aujourd'hui, cet accompagnement est plus que jamais nécessaire. On parle bien sûr des impacts, je ne dirais pas de l'impact, mais des impacts de la crise Covid-19 sur le tissu entrepreneurial de manière générale, mais surtout ici à Tanger, compte tenu des spécialités qui y sont traitées et vous les avez citées. Alors on parle d'accompagnement, mais qu'en est-il justement de soutien? Qu'en est-il de votre approche de soutien, de l'approche de la BERD pour soutenir ces PME que vous avez parlé, mais aussi des grands groupes qui ont pâti peut-être des dommages de la Covid? Alors, en 2020, nous avons été en fait la première institution financière internationale à développer une réponse dédiée au Covid, avec ce constat que face à la pandémie, la question n'était plus l'investissement. Nous sommes en général un bailleur qui accompagne les grands projets d'investissement, que ce soit pour des PME ou pour des grands groupes, ou même pour l'État. Mais la difficulté était au niveau de la trésorerie. Et donc, notamment dans les périodes de confinement où, eh bien évidemment, l'activité s'est complètement arrêtée et donc a asséché les trésoreries des entreprises. Et donc nous avons développé des instruments de financement dédiés, soit directement avec nos clients existants, soit via nos partenaires bancaires, soit également directement avec les entreprises publiques pour soutenir leur trésorerie. Nous pensons que ce programme a été un succès et aux côtés d'autres acteurs au Maroc, a permis de contribuer donc à passer cette crise. Aujourd'hui, évidemment, l'enjeu post-Covid, c'est comment reconstruire et comment affronter les grands défis du post-Covid. Oui. Bon, alors, on parle bien sûr de défis. L'autre défi, le grand défi aujourd'hui, c'est ce nouveau modèle de développement. C'est un challenge pour le nouveau gouvernement marocain qui entame justement son mandat avec le lancement de ce nouveau modèle de développement et qui met aussi à l'honneur cette question de régionalisation. Vous avez parlé de votre institution en tant que précurseur ayant des antennes régionales. Comment pensez-vous aussi, je veux dire, peut-être accompagner ce processus de régionalisation dans le cadre de ce projet ambitieux de nouveau modèle de développement entamé par le Royaume du Maroc? Alors, c'est également une priorité pour nous et nous nous inscrivons tout à fait dans cette lancée qui a été réaffirmée par le nouveau modèle de développement, mais consacré dans la loi organique de 2015. L'enjeu, c'est vraiment comment doter les régions des ressources pour vraiment pouvoir prendre la main sur la planification régionale, sur les priorisations sectorielles.
Et donc, clairement, c'est un de mes objectifs de ma visite dans la région aujourd'hui et demain, dans lequel je rencontrerai les différents parties prenantes, M. Louali, ainsi que les nouveaux élus, pour réfléchir ensemble comment est-ce que la BIRD peut aider la région dans ce processus. Nous avons une grande expérience de financement des municipalités et financement des régions pour accélérer cette autonomisation financière, donc c'est-à-dire pouvoir prêter aux collectivités locales sans garantie souveraine pour des projets d'éclairage public, transport urbain, gestion des déchets, toutes les grandes infrastructures municipales au service des citoyens. Donc ce sont des grands sujets sur lesquels nous souhaitons débattre demain. Nous avons également un programme dédié qui s'appelle les programmes Ville Verte, dans lequel nous pouvons mobiliser des subventions importantes pour des projets d'investissement dans les collectivités locales qui vont avoir un impact sur donc, la transition énergétique et la transition environnementale de ces régions. Et donc, demain, nous souhaitons pouvoir proposer cela aux nouveaux élus, ainsi que la possibilité de développer un plan d'action pour pouvoir prioriser notamment les investissements qui auront le plus d'impact environnemental. Donc ça, c'est un des grands axes avec lesquels nous pouvons accompagner ça, mais évidemment, nous pensons que notre action locale, avec les PME, et avec les investissements et notre proximité avec le secteur privé permet également de catalyser donc cette régionalisation avancée. Merci beaucoup Antoine Saleh Dechaux, directeur BIRD au Maroc pour la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Et il est question, cette deuxième partie de Questions Éco, de fiscalité, et tout précisément sur le volet fiscal du projet de loi de finances 2022, présenté, je le rappelle, hier par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui, qui a bien sûr évoqué la baisse de l'IS pour les entreprises industrielles dont le chiffre d'affaires, ou les bénéfices plutôt, sont inférieurs à 100 millions de dirhams. Il y a également cette baisse du taux de cotisation minimale pour les entreprises bénéficiaires. Bref, nous allons parler donc de fiscalité et de PLF en compagnie de Badreddine Djehi, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonsoir Badreddine Djehi, merci d'être avec nous. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Alors peut-être une réaction par rapport à la présentation par Madame la Ministre hier du PLF devant les deux chambres du Parlement. Donc elle n'a pas mentionné cette suppression progressive de l'US ni cette contribution de solidarité qui a été instaurée sur les bénéfices des entreprises. Une réaction, Badreddine Djehi. Alors effectivement, le projet de loi de finances, il vient dans un contexte particulier qui est celui de la publication de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement d'une part, et d'autre part par rapport à la promulgation de la loi portant sur la réforme fiscale. Donc cela dit, le contexte de cette loi de finances 2022, il faut l'inscrire sur une période de 4 à 5 ans pour aboutir in fine à la réforme du système fiscal marocain. Et naturellement, comme vous l'avez précisé, la ministre elle a présenté un projet de loi, donc il fera l'objet d'amendements par les deux chambres pour arriver à une version finale en fin d'année 2021. Alors, est-ce qu'il y a du positif selon vous dans ce PLF pour les entreprises en termes de fiscalité? Qu'est-ce qui attend nos entreprises marocaines si bien sûr le projet de loi de finances passe tel qu'il a été présenté? Certainement, il fera l'objet de débats et peut-être d'amendements également. Mais est-ce qu'il y a du positif là-dedans? Alors, effectivement, donc c'est un projet de loi de finances 2022 qui a prévu principalement pour les entreprises 3 mesures phares. La première, elle porte sur la suppression de la progressivité de l'impôt sur les sociétés. Donc donc l'IS il n'est plus proportionnel, il est maintenant progressif.
C'est la première mesure. La seconde, elle porte sur les entreprises industrielles. Donc effectivement, pour les entreprises dont le bénéfice net est inférieur à 100 millions de dirhams, elles vont payer 27% d'IS pour la tranche supérieure, contre 28% dans la mouture précédente de la loi de finances 2021. Et on va dire, il y a aussi pour les entreprises qui réalisent un bénéfice positif, la baisse de la cotisation minimale qui passe de 0,5 à 0,45%. Ça d'une part. D'autre part, on a pour l'instauration de la cotisation de solidarité qui va venir toucher l'ensemble des bénéfices supérieurs à 1 million de dirhams, et donc avec un certain nombre avec un barème qui va aller jusqu'à 5% pour les bénéfices de plus de 40 millions de dirhams. Donc effectivement, je vais dire, on est là pour faire appel à la solidarité des entreprises dans le contexte post-Covid et post-crise. Alors, est-ce qu'il y a quand même du positif là-dedans? Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que selon vous, en tant que fiscaliste, en tant qu'expert en fiscalité, est-ce que vous pensez que les entreprises se réjouissent après ces annonces fiscales contenues dans ce PLF 2022? Alors, le projet de loi tel qu'on le lit, c'est un projet de loi qui vise principalement l'impôt sur les sociétés. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'impôt sur les sociétés au Maroc, d'après les statistiques du ministère des Finances, il touche moins de 1% des entreprises. Donc, c'est-à-dire que son impact, il sera quand même limité parce que cet impôt même, il est payé uniquement par 1% des entreprises dans leur globalité, ce qui est très très faible, avec des taux de contribution pouvant aller jusqu'à 80% en fonction du secteur. Donc, je dirais, c'est un projet de loi de finances qui est encore au tout début. Alors, on espère qu'il y aura des amendements. Desquels? Selon vous, qu'est-ce qui devrait peut-être être sujet à amendement? J'ai déjà posé la question à d'autres experts qui ont eu, chacun selon sa spécialité, peut-être quelques scénarios d'amendement sur les dispositions de ce PLF. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être sujet d'amendement et qui devrait être sujet d'amendement pour, bien sûr, in fine, que les entreprises marocaines créent de la richesse et des emplois et qu'elles ne soient pas, j'ai envie de dire, pénalisées par un fardeau fiscal plus lourd qu'avant? Alors, je dirais, c'est principalement pour la relance et la reprise économique et notamment la création de l'emploi. À mon avis, il faudrait se pencher sur des nouveaux modes pour encourager les entreprises à embaucher, en baissant notamment le taux de l'IR pour les nouvelles embauches et aussi peut-être des subventions concernant les cotisations sociales, de telle sorte à ce que les entreprises, dans ce contexte post-crise, qu'elles puissent embaucher et aussi qu'elles puissent investir davantage afin que la reprise soit au rendez-vous et que, on va dire, aussi bien les acteurs économiques que le gouvernement travaillent main dans la main afin de relever le défi de cette phase post-crise. Très bien. Donc, selon vous, ces mesures relatives aux procédures fiscales qui sont contenues dans ce PLF, en tout cas pour cette année budgétaire, font finalement la part belle à la création de richesses et d'emplois? Je dirais, à la lecture de ce projet de loi de finances, on va dire les mesures qui sont proposées, elles restent pour l'instant, à mon avis, encore timides pour faire de la relance ou la création de l'emploi. Parce que quand on lit techniquement la loi de finances et notamment les réformes fiscales qui sont proposées, on ne parle pas d'hier, à part pour les sportifs et le régime des CPU, alors qu'une bonne partie de l'IR, il est généré à travers les emplois, les revenus salariaux, et notamment du secteur privé. Donc il faut peut-être aller plus dans ce sens pour encourager les entreprises à l'embauche
et en leur allégeant, on va dire, le fardeau fiscal et social, d'une part, et d'autre part, je dirais, pour la relance de l'investissement, il faut peut-être aussi se pencher sur des exonérations ou bien des régimes qui facilitent l'investissement, notamment pour les entreprises qui ont plus de 3 ans, parce que concernant par exemple la TVA, comme vous le savez, il y a une exonération pour les biens d'investissement pour les entreprises qui ont moins de 36 mois. Donc pourquoi ne pas aller au-delà pour encourager même les entreprises existantes depuis plusieurs années à investir, à réinvestir pour les encourager à faire du chiffre d'affaires et en conséquent à augmenter et faire de la relance de notre économie. Oui, mais bon, il y a la relance, il y a aussi assurer l'équité fiscale et réduire la pression fiscale, pour reprendre les mots et les termes de Madame la ministre hier devant le Parlement quand elle présentait ce PLF 2022. Est-ce que on va vraiment... Vous avez parlé à juste titre de réforme fiscale qui va prendre du temps, de 4 à 5 ans, mais on parle que à court terme. Est-ce que on s'approche de cela? Est-ce que sur ce que contient ce PLF, on remarque, on ressent qu'on va vers plus d'équité fiscale et surtout vers l'allègement de la pression fiscale au Maroc? En tout cas, dans la note d'explication qui est présentée avec ce PLF 2022, les mots sont clairs et sont bien dit que on va dire le gouvernement cherche d'une part à élargir l'assiette fiscale, à avoir plus d'équité fiscale, aussi à on va dire, se mettre en conformité plus ou moins avec les standards internationaux. Donc ça, on va dire, c'est exprimé de manière claire et écrite par le gouvernement et par, on va dire, l'intermédiaire du ministère de l'économie et des finances. Après, comme vous le savez, il y a aussi, on va dire, des choses par rapport au budget de l'État qui doit être assuré. Donc il y a un certain nombre on va dire d'assises qu'il faut respecter. Donc on ne peut pas venir du jour au lendemain faire une réforme totale de la fiscalité. Donc comme le précise d'ailleurs le projet de loi cadre, la réforme, elle va s'étaler sur plusieurs années et pour viser, on va dire, d'ici à horizon 4-5 ans, voire plus, une certaine, pour pouvoir satisfaire aux grands principes de cette réforme fiscale qui sont effectivement l'équité fiscale, la redistribution et aussi on va dire, l'élargissement de l'assiette. Tout ça afin de permettre aussi, et nous ne l'oublions pas, c'est que l'une des priorités aussi, c'est qu'il y ait une protection sociale pour l'ensemble des Marocains, telle que énoncée par Sa Majesté le Roi. Donc effectivement, donc c'est pour, on va dire, jongler avec l'ensemble de ces contraintes, il faut absolument que les recettes de l'État soient préservées. Pour notamment pouvoir financer la protection sociale, mais en parallèle, essayer à travers des réformes fiscales et des amendements, je l'espère, avec les deux chambres, pouvoir arriver à terme à jongler entre ces deux équations qui sont un peu difficiles à résoudre. Notamment compte tenu du contexte de Covid, comme vous le savez, les entreprises, elles ont subi 2 années très difficiles, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de blocage d'activité. Les salariés aussi, les employés, il y en a pas mal qui ont perdu leurs emplois. Donc effectivement, donc l'idée c'est d'essayer de trouver, on va dire, le moyen le plus smart d'y arriver, tout en respectant les contraintes étatiques et notamment budgétaires. Merci beaucoup Badreddine Dihi, expert comptable et commissaire aux comptes. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.